être coachable, c'est hyper important. Mais certains joueurs, je pense aussi qu'ils évitent de venir au 3-3 parce que ça les exposerait. La difficulté quand tu passes de joueur à entraîneur, c'est de tuer le joueur. Ah oui, mais il est sélectionneur, il fait ce qu'il veut. Oui, mais c'est pas évident. Tu apprends en tant que coach que tu es obligé de trancher. Tu es le chef de projet et puis on attend de toi des résultats. Et puis tu apprends aussi à parler aux joueurs parce que tu leur parles pas tous de la même façon. La force d'un coach, c'est avant tout de faire passer des messages, mais de façon très courte. Et je pense que quand tu fais la démarche d'aller justement chercher ça va te faire passer un cap. Si tu arrêtes un peu de chercher ce qui se fait ailleurs, de regarder ce qui... T'es vite dépassé encore plus dans ce milieu-là. Et c'est vrai que nous, chez nous, souvent, on met en avant ce qu'on fait pas bien. Et je pense que ça, c'est un vrai frein au développement des joueurs. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Secret d'entraîneur. Cette semaine, j'ai le plaisir et la chance de recevoir encore une fois un entraîneur médaillé olympique, en la personne de Karim Souchu. C'est l'entraîneur des équipes de France de basket 3-3 masculin, qui fait vice-champion olympique à Paris. Il y a 2 ans à peu près, j'avais déjà reçu Yann Julien, qui lui entraînait l'équipe de France féminine de basket 3-3. Et aujourd'hui, ça y est, on rétablit l'équité. J'ai adoré échanger avec Karim, ça m'a rappelé une chose, c'est que dans l'entraînement, parfois on veut faire très compliqué, et que les choses simples fonctionnent tout aussi bien, si ce n'est mieux. On a également échangé sur son rôle de sélectionneur, quelle est la différence avec un entraîneur de club par exemple, l'accompagnement que lui fournit l'ANS, l'Agence nationale du sport, avec le plan Grand Coach, qui l'accompagne au quotidien en fait à se développer, à être meilleur. Et enfin, quelle est sa relation avec le staff et l'équipe et comment elle a réussi à créer une réelle cohésion. Si jamais ces sujets t'intéressent, je te conseille vivement de rester jusqu'à la fin de l'épisode. Et avant de te laisser à nos échanges, laisse-moi te parler de l'agence Pixel. C'est l'agence qui fera de ton site internet une pépite. Alors, c'est des amis qui l'ont créé, donc je me dois de leur faire une bonne publicité. Ils sont vraiment top, c'est des développeurs qui ont lancé ça il y a quelques semaines. Et ils font des sites pour moins de 1 000 €. Donc si pour ton association, pour ton business ou pour autre chose, tu as besoin, va voir sur agencepixel.fr, tout attaché, et tu pourras avoir toutes leurs prestations. N'hésite pas à les contacter directement. Ils répondent très vite. Et si jamais tu es curieux de ce qu'ils font, va voir secretdentraîneur.com. C'est eux qui m'ont refait tout le site de A à Z. Je te laisse à l'épisode et à très vite. Karim Souchu, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Secret d'entraîneur. Merci. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu ? Alors, Karim Souchu, donc j'ai 47 ans. Je suis actuellement le sélectionneur et l'entraîneur de l'équipe de France de basket 3-3 masculine. Je suis un ancien joueur professionnel de basket à 5 aussi. Et donc voilà, longue carrière et maintenant dans le 3-3. Comment tu es arrivé entraîneur ? Ça s'est fait naturellement. J'étais joueur pendant des années, même au 3-3. J'ai commencé en étant joueur et je pense qu'à un moment donné, j'ai vraiment pris conscience que je voulais transmettre et que je voulais peut-être apporter l'expérience que moi j'avais eue et l'apporter à des joueurs. Et ça s'est fait tout naturellement, sans vraiment, je dirais, chercher ma voie. Ça s'est fait vraiment comme ça. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore très motivé par cet aspect-là. Parce que tu sors d'une Olympiade qui a été chargée. Très chargé, ouais. Très, très chargé. Et on sait que beaucoup d'entraîneurs arrêtent après une Olympiade. Qu'est-ce qui, toi, te pousse à continuer ? Déjà, je peux comprendre qu'après une Olympiade, on est envie d'arrêter. C'est épuisant. Épuisant mentalement, physiquement, parce qu'il y a des choix à faire qui sont pas évidents, qui pèsent aussi sur l'entraîneur, sur les joueurs aussi. Moi, ce qui me motive, c'est que je me dis, bon voilà, on a fini 2e à Paris. De pas grand-chose. De pas grand-chose. Est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher justement ce petit quelque chose pour essayer de décrocher une médaille avec une autre couleur, même si je sais que c'est très très difficile, même ne serait-ce que de se qualifier pour les Jeux. Je pense que ce qui me fait avancer, c'est ça. C'est déjà essayer de retourner aux Jeux. Ce serait mes 3e, donc ce serait beau. Mais c'est une réelle motivation. Ouais. Alors, c'est super intéressant et j'avais vraiment envie d'échanger avec toi sur ça. C'est une finale difficile qui est perdue. J'imagine qu'il y a énormément de frustration du côté du staff, mais des joueurs. Comment est-ce que tu remotives des joueurs et un staff, et toi-même d'ailleurs, par la même occasion, à relancer la machine pour aller chercher autre chose ? C'est dur, hein. Une finale perdue, c'est toujours, c'est pas évident. Parce que, alors, c'est une médaille d'argent, c'est une très belle médaille, mais tu perds. Quand tu fais 2e, tu finis sur une défaite. Tu fais 3e, tu finis sur une victoire. C'est une médaille de bronze, tu as gagné. Donc, c'est clair que c'est pas évident. Moi, j'ai le souvenir tout de suite après la finale. Je me suis assis, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai manqué ? Pourtant, on passe vraiment à côté.
Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a manqué? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas su appréhender pour aller chercher cette médaille-là? Et je pense que c'est ce qui fait aussi la beauté du sport. Et ce petit goût aussi amer fait qu'on a envie d'aller plus loin. Remotiver les joueurs et remotiver aussi le staff, parce que c'est deux aspects importants. Ça n'a pas été évident. Il a fallu un peu de temps. Alors après, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a enchaîné tout de suite sur la saison du World Tour. Donc c'est la compétition référence du 3-3. Donc on n'a pas vraiment eu de coupure. Donc ça a été facile un peu d'enchaîner. Mais c'est vrai que sur le coup, c'était pas évident. Et donc j'imagine que tu prends quand même un temps pour souffler. Et pareil, fixer des objectifs. Comment est-ce que tu t'y prends quand tu as été vice-champion olympique? Le seul objectif qu'il y a, j'imagine que c'est champion olympique. Alors nous, on n'était pas attendus. Ouais. On n'était pas attendus. Donc l'objectif initial, c'était vraiment de faire le plus beau parcours possible et d'essayer d'être vraiment des bons ambassadeurs de la discipline. Nous, le 3-3, on est encore un sport relativement jeune. Donc on voulait montrer une belle image du 3-3 aussi à Paris, chez nous. Et le parcours a fait qu'on est allé très très loin. Et donc derrière, c'était un vrai challenge d'essayer de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus, tu vois. Et je pense que c'est aussi, on parlait tout à l'heure de motivation. C'est ce qui motive tout le monde. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me motive. Ok. Alors, tu as l'air vraiment passionné. C'est trop bien. Qu'est-ce qui te donne cette passion? Est-ce que c'est vraiment le sport en lui-même? Est-ce que c'est la performance humaine? Il y a un peu des deux. Parce que nous, on est encore une discipline qui est relativement jeune, émergente. Donc, je pense qu'il faut la faire découvrir encore à pas mal de monde. Et c'est ce qui motive aussi, parce qu'on a envie de prouver qu'on a notre place dans le paysage du sport français. Et je pense qu'on l'a eu maintenant grâce aux Jeux Olympiques, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ont découvert le 3-3 grâce aux Jeux. Et donc, cette passion, elle vient de là aussi. C'est que, voilà, on veut toujours faire acte de présence dans toutes les compétitions et montrer que voilà, le 3-3 est là aujourd'hui. Notre grand frère, le 5-5, est omniprésent. C'est la discipline reine. Ouais. Mais je compare souvent entre le rugby à 15 et le rugby à 7, par exemple, qui a aussi une belle exposition à Paris. Ouais, avec Jérôme. Voilà, exactement, qui est un ami d'ailleurs, Jérôme. Et je pense qu'on a des parcours qui sont vraiment similaires. On a beaucoup échangé, on a beaucoup parlé par rapport à nos parcours avant même les Jeux. Et je pense quand on est dans des disciplines comme ça qui sont nouvelles, on a faim. On n'est pas établi, on veut montrer qu'on a notre place. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui aussi la force et la fraîcheur du 3-3. Qu'est-ce qui a fait la force, d'après toi, de cette équipe de 3-3 qui a surpris tout le monde à Paris? Je pense que c'est la solidarité au sein du groupe qui a fait la différence. Parce que pour rappel, notre parcours, il est un peu spécial. On commence par 2 grosses victoires avec 2 équipes qu'on avait rarement battues, dont la Lituanie, qui est un peu notre bête noire. Et derrière, on perd 4 matchs de suite. Et là, on se dit, bon, c'est faisable. Mais par contre, il faut rester dans le plan de jeu, rester dans le projet de jeu. Moi, c'était un peu ce que je martelais toujours. Et en fait, les joueurs ont été hyper attentifs à ça, hyper réceptifs au fait de rester dans le plan de jeu, dans ce qu'on voulait faire. Parce que toutes les défaites qu'on a eues, c'était vraiment minime. C'était en prolongation d'un point, 2 points. La seule équipe qui nous a vraiment battus largement, c'est la Hollande, qu'on a retrouvée en finale. C'est la seule vraie équipe qui nous a posé des problèmes. Et donc, cette équipe, elle était faite de 4 joueurs qui étaient dans ce qu'on voulait, quoi. Et ils ne sont pas sortis du cadre. C'était aussi un critère de sélection, d'avoir des joueurs qui puissent rester dans ce plan de jeu, même quand c'est difficile, pas vouloir un peu tirer la couverture à eux. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence sur cette Olympiade. Donc côté stratégique et collectif. Les deux. Parce que stratégiquement, on était prêts. Les équipes qu'on a jouées, on les connaissait. C'est des équipes qu'on joue depuis 2-3 ans. Je pense que c'est plus l'aspect mental, l'aspect croire en nous, rester ensemble, rester solidaires. J'ai en mémoire on avait mis en place des jeux qu'on faisait tous les jours à la maison de la Perf. On était là, on décompressait comme ça, staff et joueurs, on jouait ensemble. On appelait ça le casse-planche. C'est devenu une légende de la maison de la Perf. Si on demande aux gens de la NS, ils nous ont vu faire des parties mais endiablées alors qu'on était en plein dans les jeux. Donc nous, nos jeux, on les a pas subis, on les a vécus à 100%, vraiment. Et ça, c'est vrai que ça fait une grosse différence. J'avais reçu, moi, dans l'émission, l'entraîneur Défi en 3-3,
bien avant les Jeux, il y a peut-être 2 ans maintenant, Ouais. sur Lyon. Et lui me disait que les filles, en fait, elles étaient un peu partout en France. Donc c'était difficile quand même de construire un collectif. Est-ce que toi, tu as eu cette problématique-là aussi avec les garçons ou tu as réussi à les regrouper? Alors j'ai eu cette problématique-là, mais on a créé une équipe pro, nous, en 2022, Ok. en étant clair que cette équipe pro qu'on créait, donc c'était 6 joueurs qu'on a fait sortir du 5-5, ça devait être les fondations. C'était pas l'équipe qui allait aller au jeu, mais ça devait être les fondations de cette équipe. Au final, il y a 2 joueurs de cette équipe qui étaient dans l'équipe des jeux et 2 autres qui venaient du 5-5 qui sont venus renforcer. Mais tous ces joueurs étaient à droite, à gauche. Il y en avait de Strasbourg, il y en a un qui était sur Bourges, l'autre qui était sur Bordeaux, un autre dans le Nord. Enfin, c'était vraiment éparpillé. Donc, c'est un système un peu qui était un peu hybride. Et ce qu'on a fait, alors on avait la possibilité de le faire avant les Jeux, c'est que avant chaque compétition qu'on avait, je les regroupais peut-être 2-3 jours avant. On faisait une sorte de mini-stage et après on partait sur la compétition. Ce qui fait qu'on a quand même créé cette osmose avec les joueurs. Mais c'est vrai que la problématique de l'unité de lieu, elle était là parce qu'on n'avait pas de centre national d'entraînement. Par exemple, on se disait voilà, on se regroupe ici. Donc on a fait des stages un peu partout. Par contre, on a été super bien accueillis dans plusieurs crêpes en France, dans toutes les structures qui étaient plus ou moins affiliées avec la Fédération française de basket. Et donc, c'est ce qui nous a permis de nous préparer. Mais c'est une donnée à prendre en compte. Carrément. On n'était pas tous au même endroit. Alors, tu parles de l'importance du collectif, mais comment est-ce que ça s'est créé, cette osmose? Est-ce que tu as fait du team building qu'on peut voir dans les entreprises? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Comment tu as fait? J'ai fait du team building. Alors, la première année, on a créé l'équipe, donc 2022. On a commencé à jouer vraiment au mois de juin parce que les joueurs étaient encore au 5-5. Donc là, on a tout de suite basculé dans une saison de 3-3 sans vraiment se connaître, en étant vraiment... Donc, c'était un peu la découverte. 2023, donc la fin de la saison de 3-3, c'était au mois de décembre. On a refait une préparation. Donc, on a fait une vraie pré-saison de 3-3 et on a commencé de mémoire en janvier. Et en janvier, j'ai fait du team building, effectivement. Donc, on a eu plusieurs temps. Un temps où on était à Compiègne, dans la forêt, où on était dans un gîte, où on n'était que les joueurs, le staff. Il fallait se faire à manger, aller chercher à manger. Il y en avait qui étaient responsables du petit déjeuner, du repas. Et ça crée vraiment des liens. J'ai aussi fait du team building dans une bergerie. On était parti en Ardèche. Génial. Et alors là, c'était une vraie anecdote, parce qu'on est arrivé, c'était un château. Et on est arrivé devant le château, et donc la personne qui nous a accueillis, elle nous a dit, vous voyez le château là? Là, vous allez dormir à côté. Et à côté, il y avait des tentes qu'il fallait construire. Donc, il y avait des sacs. Donc, on a construit nos tentes. Et pendant, je crois que c'était 3 ou 4 jours. Et donc, on a dormi en extérieur, pas de téléphone. Alors ça, c'était aussi une expérience, parce que en arrivant, on a mis les téléphones dans le... Alors là, on leur a donné 10 minutes avant de... Ah, tout le monde était en train de texter pendant 10 minutes. Et après, pas de téléphone. Par contre, le matin, il fallait se lever. Il fallait aller chercher les œufs à la ferme pour pouvoir avoir le petit déjeuner. C'était un système de points qu'on avait mis en place. Il y avait des jeux où on gagnait des points aussi. Les points, soit on pouvait les partager entre tout le monde, soit on pouvait les garder. C'était des points pour les douches, c'était des points pour un peu tout. Donc là, on a commencé à voir aussi l'esprit d'équipe des joueurs. Et c'était bien. Il y avait des jeux de rôle, des choses comme ça. Puis le soir, on se retrouvait autour du feu. Et là, c'était vraiment des échanges où chacun se livrait un peu. Et je pense que ça a été très fondateur. Et voilà. Donc, certains, ça les a surpris. Hein. J'ai un joueur qui arrivait des États-Unis, qui était dans le bling-bling des États-Unis. On le retrouve au milieu d'une bergerie parce qu'à la bergerie, il y avait un exercice. Il fallait attraper les brebis et les séparer de leurs petits. Parce qu'il fallait commencer à faire ça. Donc les joueurs étaient en train d'attraper les brebis à droite, à gauche. Là, et ça va super vite, quoi. Donc, il a fallu séparer stratégiquement, voir comment faire. Enfin, c'était des exercices de coordination inventés grâce à ça. Donc, mais c'était bien. Et quand j'y repense, c'est vraiment, je pense, un élément fondateur de notre réussite à Paris, je peux le dire. Mais vraiment, je pense que ça nous a inculqué ces valeurs d'équipe et d'être un peu hors zone de confort complet, parce que là, pour le coup, on était à la campagne. Et je pense que là, ça fait ressortir vraiment les instincts un peu de chacun. Et c'était vraiment bien. Et je pense que quand on a été après dans la difficulté, dans des tournois ou des choses comme ça, mais je pense que ça, c'est des choses qu'on a relativisé. On se dit, mais on a vécu d'autres choses. C'était un peu plus, plus compliqué. Ouais. Donc, je pense que ça s'est construit comme ça sur les années. Ouais, c'est génial, parce que ça te permet aussi de voir dans l'adversité
et dans l'inconfort, comment la personne réagit. Exactement. Ouais. Et ton système de points, je trouve ça très très smart parce que ça te permet effectivement de savoir vraiment profondément comment elle est en fait, la personne. Ouais. Exactement. Donc si tu attends un collectif et que la personne te dit non, mes points c'est ma douche, va te faire voir, j'imagine que c'est un peu hors cadre. Ils ont été collectifs. Hein. Ils ont été collectifs. Après, ils sont malins. Ils sont malins. Mais c'était intéressant de voir ça. Et puis voilà, puis fatigant aussi parce que le fait d'être un peu en mode survie comme ça, c'était. Il y a une tente qui est tombée pendant la nuit. Il y en a qui ont fini, ils ont dormi avec les tentes sur eux. Enfin, mais c'est des beaux souvenirs. C'est les meilleurs souvenirs sur les galères comme ça. Vraiment. Et après, au niveau du staff, vous étiez combien et comment tu as réussi à créer aussi cette unité? Quel était ton rôle, toi? Moi, mon rôle, en fait, au 3-3, ce qui est un peu... moi, je dis toujours, le 3-3, c'est une vraie école de la vie. Parce que quand tu es coach, tu es à la fois manager, alors, comme si tu étais un peu président, tu es coach, tu es nounou, tu es un peu tout. Et c'est très, très formateur, notamment si un jour tu veux repartir sur le 5-5 ou moi, des fois, j'entends les collègues du 5-5 et je dis « Ah, mais venez au 3-3, vous devez tout faire, en fait. Tu gères la logistique, tout. » Et je pense qu'au niveau du staff, ce que j'aime bien faire, on fait souvent des séminaires d'avant-saison. Avant aussi un grand événement, par exemple, la Coupe du Monde qui va arriver là au mois de juin. On va certainement faire un séminaire avant pour un peu tous se caler. Et je pense que chacun a son importance. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que je demande à chacun du staff de me faire une présentation et de la faire devant tout le monde sur ce qu'il a pu observer, sur ses attentes, sur ce qu'on pourrait faire de mieux, sur ce qu'on fait déjà très bien. Et là, ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Et généralement, c'est sur 2-3 jours, avec des temps, chacun à son temps, et j'essaie de mettre des activités aussi un peu entre. Et ça permet d'avoir, je pense, un staff uni, et un staff où tout le monde se sent impliqué. De l'intendant à l'assistant vidéo, le kiné, le doc, tout le monde. Et je pense que chacun a un rôle, en fait. C'est une équipe, c'est un puzzle. Hein. Il faut que ça s'emboîte bien. Et je pense que c'est la clé. Ok. J'avais discuté avec Jérôme Daré. On n'a pas fait d'épisode encore ensemble parce qu'on n'arrive pas à se capter. Très occupé. Ah, Jérôme, il est occupé. Il est occupé. C'est la médaille d'or, ça, c'est normal. C'est ça. Tu connaîtras ça au prochain jeu, du coup. Ah, j'espère. Et il me disait qu'aussi, il faisait intervenir, je suis quasi certain que c'était Jérôme qui m'avait dit ça, quelqu'un d'extérieur de temps en temps pour presque faire un audit sur ce qu'il faisait pour sortir un peu la tête du guidon et avoir un regard frais et un peu différent. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as déjà fait, ça? Oui, je l'ai déjà fait. Je me rappelle, c'était sur une fenêtre internationale. Il y avait quelqu'un qui était là justement pour m'observer. Et même chose, moi, je travaille aussi avec quelqu'un qui m'accompagne, on va dire les coachs de coach. Trop bien. Et ce qui fait que lui, il a ce regard aussi critique que j'apprécie et dont j'ai vraiment besoin. Parce que je pense que si on n'a personne pour nous-mêmes nous challenger, c'est pas une dictature, en fait. C'est le sport d'il y a 30-40 ans où voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je pense qu'aujourd'hui, un projet, ça se co-construit. Je pense que le staff en fait pleinement partie. Moi, je demande à mon assistant s'il n'est pas d'accord ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, de me le dire, que ce soit stratégique, technique, tactique. Oui, il n'est pas là pour les plots, quoi. Non, il n'est pas là pour les plots et il n'est pas là pour dire oui à tout ce que je demande. Et plein de fois, et des fois ça chauffe, parce que des fois on n'est pas d'accord, des fois ça monte un peu dans les tours, mais je pense que c'est pour le bien du groupe. Et moi, je le vois comme ça, et j'ai je pense, la lucidité de me dire que c'est pas contre moi, c'est justement pour le bien du groupe et le bien de tout le monde. Alors, j'adore ce que tu as dit, c'est que tu as un coach de coach. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer un petit peu? J'adore ça. Dans le plan coach qui est mis en place par la NS, donc j'ai quelqu'un qui m'accompagne. Et moi, ça me permet d'avoir des vrais retours. Donc, il me conseille aussi stratégiquement, sur comment aborder les échéances, comment parler à telle ou telle personne, et ça me donne moi des billes en plus pour justement asseoir un peu encore plus le côté, le coach, on sait que c'est lui le garant du projet, et on a envie de le suivre, quoi. Et je pense que c'est hyper enrichissant pour moi, parce que des fois, il y a des choses où je pense avoir raison, et où je me dis, quand il y a quelqu'un qui dit attention à ça, tu dis oui, c'est vrai, effectivement, que moi, dans mon prisme à moi, je le vois comme ça, mais ça peut être différent. Et c'est quelqu'un qui est basketteur ou pas du tout? Ancien basketteur, ouais. Ancien basketteur, ouais. Alors, une question, c'est on est souvent confronté au poids de la culture dans nos sports. Moi, je suis judoka. Le poids culturel est
très très fort, même si ça a tendance à vraiment s'améliorer. Le basket 3-3, c'est une nouvelle discipline, enfin, en tout cas récente. Est-ce qu'il y a ce poids culturel du 5-5 qui est venu dessus, ou est-ce que vous avez réussi à vous émanciper et créer autre chose? Énormément. Alors, on s'est émancipé, on a créé notre propre, je vais dire, identité 3-3. Ouais. Mais le 5-5 reste, je parlais de la discipline reine, oui, et puis constamment, on est comparé au 5-5, mais c'est pas du 5-5. En fait, souvent, je dis que le basket 3-3, c'est du basket autrement. C'est pas du 5-5, c'est du basket autrement. Mais la finalité reste que c'est une discipline similaire. Parce que c'est une discipline d'adresse, c'est une discipline de mobilité, de dextérité, voilà. Les deux sont, je pense, très complémentaires. Même si souvent on essaie d'opposer les deux, moi je pense que c'est très complémentaire. J'ai plein d'exemples de joueurs qui ont fait la bascule, et dans les deux sens, et qui peuvent, je pense, en témoigner. Mais c'est vrai que culturellement, on en a souffert au début parce que on arrivait, c'est pas du basket, c'est ce qu'on entendait souvent. Et puis il y aura toujours les puristes du 5, mais le 3-3 pour moi c'est une discipline qui reprend tous les fondamentaux du 5-5, tous, que ce soit le box-out au rebond, que ce soit la qualité de la passe, que ce soit l'adresse, que ce soit le démarquage, toutes ces petites choses qui sont des fondamentaux. Ils sont encore plus mis en avant dans le 3-3 parce que ça va plus vite. C'est plus punitif. Et l'erreur, elle est punie tout de suite. Et je pense que c'est une vraie école de formation, le 3-3. Et alors, comme je disais, il y a encore les puristes qui pensent que... Mais il y en aura toujours, comme il y a les puristes du 15 et du 7 et du 13 et du voilà. Et c'est pareil. Mais je pense que c'est dommage d'opposer les deux disciplines parce que c'est vraiment très complémentaire. Et pour avoir vécu les deux, parce que moi j'étais international en 5-5 et en 3-3, je peux vous dire que les deux c'est fun, quoi. Et puis c'est les deux, on peut tirer des deux, quoi. Si tu es encore là, c'est que nos échanges et ces sujets t'intéressent. Alors je te conseille vivement de t'intéresser au Club des entraîneurs. Le Club des entraîneurs, c'est une plateforme qui a 2 ans quasiment jour pour jour, dans lequel on met des articles très régulièrement et où on fait des lives, que ce soit des masterclass avec des grands experts français, ou juste des lives où tu peux échanger sur tes problématiques de terrain réelles et espérer, généralement c'est ce qui se passe, que d'autres entraîneurs viennent t'apporter des solutions. Si tu penses que c'est fait pour toi, je te laisse cliquer dans le lien en description et tu auras toutes les infos. Il n'y a aucun engagement et ça coûte seulement 9,90 par mois. On se rejoint vite sur le club, à toutes. Et ça me fait penser, en foot on le voit beaucoup, au travail de jeu réduit. Alors moi je viens pas du tout du monde du basket. Donc, question un peu de néophyte. Mais est-ce que ça se fait à l'entraînement aussi, le travail de jeu réduit en 5-5 ou quasiment en 5-5, jamais? Mais en 5-5, il y a beaucoup de situations à l'entraînement qui se font en 3-3. Moi, je me rappelle avoir fait, dès qu'on travaille sur du pick and roll, par exemple, une situation de pick and roll, c'est 3 joueurs. Donc, le 3-3 fait entièrement partie de la culture 5-5. Finalement. Et sauf que là, on l'a codifié, on l'a rendu un peu différent, la balle est différente, c'est du demi-terrain, mais ça fait partie intégrante. Les fondamentaux du 3-3 sont les fondamentaux du 5-5 et inversement. Donc mais c'est intéressant. Et au niveau du profil ou de la typologie des joueurs, est-ce qu'il y a vraiment des joueurs faits pour le 3-3 et d'autres pour le 5-5 ? Comment ça se démarque ? Quelle est la différence ? Ouais, souvent c'est vrai. Alors c'est plus souvent vrai d'avoir des joueurs 5-5 faits pour le 3-3 que des joueurs 3-3 faits pour le 5-5. Ok. Actuellement, on n'a pas encore assez de joueurs de 3-3 pour que ce soit un peu l'inverse. Mais le joueur idéal, en gros, c'est de la polyvalence qu'on recherche. Il doit être capable de défendre sur plusieurs postes. Il doit avoir, alors, idéalement, une grande adresse extérieure, parce que c'est tellement une plus-value au 3-3. Et puis, il y a ce côté un peu dureté, ce côté un peu... au sol, quoi, qu'on a moins peut-être au 5-5, qui est devenu une discipline aujourd'hui très aérienne, très athlétique. Et nous, au 3-3, c'est plus au sol, c'est plus des joueurs qui sont... Ouais, puis c'est des joueurs qui sont durs vraiment parce qu'il y a beaucoup plus de contact, il y a beaucoup plus et donc c'est pas fait pour tout le monde aussi, parce qu'il y a des joueurs du 5 qui n'adhèrent pas à ça. Mais par contre, c'est une fois que généralement quand les joueurs du 5 essayent, c'est très rare qu'ils disent ah non, c'est pas pour moi, parce qu'il y a encore cette forme un peu de liberté dans le jeu qui peut être intéressant. Est-ce que la taille compte autant en 5-5 qu'en 3-3 ? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu moins important. Plus au 5-5,
Au 3-3, on cherche plus des équipes vraiment homogènes, Ouais. justement pour moins être punis défensivement. C'est rare d'avoir des joueurs de 2,10 m par exemple au 3-3. C'est plus des joueurs aller aux alentours des 2 mètres et avoir tout le monde à peu près pareil, quoi. Des petits, quoi. Ouais, en gros, des moyens. Des moyens. Mais c'est vrai qu'au 3-3, on n'a pas trop ces grands gabarits. Ah, c'est ce que j'ai vu, moi, en tant que spectateur sur les JO. J'ai suivi pas mal sa discipline parce que je connaissais pas du tout. Ouais. Enfin, pas du tout. J'avais jamais eu l'occasion de regarder en dehors des jeux. Et je me suis fait la réflexion de, tiens, il n'y a pas de mecs qui font 2,20 m, quoi. Non, c'est rare. C'est très rare. Là où tu regardes des matchs de NBA, c'est rare qu'il n'y en ait pas. Oui, c'est rare qu'il n'y en ait pas, c'est clair. Alors après, si tu me dis que Wemby veut faire du 3-3, il fait 2,24 m, il n'y a aucun souci, tu peux venir. L'appel est lancé. Voilà, mais là, pour le coup, là, c'est... Voilà. Mais c'est vrai que sur le... Alors, je sais que les Allemands ont un jeune qui fait 2,20 m d'ailleurs, qui est assez grand, mais qui est un peu en difficulté quand même sur tout ce qui est déplacement latéral. Mais après, il a tellement un volume important, parce que, et en plus, le terrain, du coup, il y a moins d'espace à couvrir, que ça reste quand même intéressant, mais c'est rare, c'est très rare. Sur toi, donc ton poste, qui a peu les sportifs avec toi, comment est-ce que tu fais pour préparer les compétitions prochaines? Est-ce que tu donnes des instructions aux entraîneurs de club, comme ça peut se faire dans certains clubs de rugby, avec certains sélectionneurs ou quoi? Ou est-ce que tu fais du rafistolage quand ils sont là quelques jours avant? Alors nous, souvent, on les récupère assez tard. D'où l'intérêt d'avoir aussi des joueurs qui ont cette expérience 3-3, parce qu'il faut toujours une adaptation. Quand on les récupère, il y a 1 à 2 semaines où il faut se remettre dedans, le rythme c'est pas pareil, le sol est différent, la balle est différente, les sensations sont pas pareilles. Donc c'est vrai que nous on a quand même cette problématique de les récupérer assez tard, d'une parce que le calendrier 3-3 est complètement je dirais imprégné dans le 5-5. Ce qui fait que c'est compliqué des fois sur des compétitions majeures d'avoir les joueurs. Mais derrière, c'est vrai que alors, c'est pas du rafistolage, mais on a un peu l'habitude de ça. Mais et ça fait partie de... Il y a un mot au 3-3 qui est hyper important, c'est l'adaptation. On est tout le temps en train de s'adapter parce que d'une, ça va vite, et, si on parle du format de jeu, mais aussi dans tout ce qu'il y a autour, les conditions de jeu. On joue en extérieur, il suffit qu'il y ait du vent, il suffit qu'il fasse très très chaud, 40 degrés, ou froid, ou il faut s'adapter. Et on est constamment dans l'adaptation. Et donc, c'est vrai que c'est assez particulier. Et tu leur donnes un petit peu des consignes. Si tu parlais d'une équipe pro, est-ce que tu leur dis, je te dis n'importe quoi, tu as 2 jours de repos parce que tu as de la chance dans ta saison de 5-5, c'est rare en basket, c'est très très rare. Tu vas aller faire une partie avec tes potes de 3-3. Est-ce qu'il y a des consignes comme ça pour qu'ils gardent quand même un minimum la main ou pas? Alors, je garde la main, oui, parce que quand on a les joueurs pros, par exemple, eux, ils sont vraiment pros. Donc, ils font que du 3-3. Ils font que du 3-3. Quand on avait l'équipe fédérale, l'équipe de Paris, c'était simple parce que là, on était vraiment... Ils dépendaient à 100% de la fédé. Et donc là, avoir la main sur ce groupe-là et sur ce qu'on leur demandait et ce qu'on leur imposait, c'était plus simple. Quand ils sont dans leur structure pro, donc maintenant ils sont à Toulouse par exemple, il y a Toulouse, Bordeaux, là c'est plus compliqué de savoir ce qu'ils font, mais il y a quand même des échanges avec les entraîneurs qui sont en place de ces structures-là. Et pour les joueurs qui sont au 5-5, de plus en plus on essaie de mettre en place ces dialogues un peu avec le staff, ne serait-ce que le staff médical, le staff, le préparateur physique pour voir où ils en sont au niveau de leur saison quand nous on les récupère. Parce que bien souvent, nous, quand on part sur une Coupe du Monde, par exemple, c'est début juin. Certains sont soit encore en play-off, soit ils viennent juste de terminer leur saison de 5-5. Donc on récupère des joueurs qui sont quand même épuisés, sur lesquels on va encore rajouter de la charge. Et donc ça, c'est ça qui est pas évident. Mais bon, après, on a l'habitude de gérer, on donne du repos, on gère plus ou moins différemment. Mais c'est vrai que tant que le calendrier ne sera pas, disons, en phase avec le 5-5, on sera toujours sur ça. Et la relation avec les entraîneurs de club, est-ce que c'est quelque chose de simple ou Alors, pas? ça a été compliqué au début parce que on arrivait, il fallait aussi se faire notre place. Je pense qu'à force de dialogue, à force aussi de compromis, parce qu'il faut aussi savoir faire des compromis, je pense que le dialogue est de mieux en mieux. La Fédé a aussi mis un cadre, une convocation au niveau du 3-3, une convocation en équipe nationale. C'est une convocation comme au 5-5. Donc ça ne se refuse pas. Derrière, il peut y avoir des sanctions, des choses comme ça. Généralement, c'est très très rare que nous, les joueurs, refusent. En tout cas, au 3-3, je n'ai pas le souvenir de quelqu'un qui a refusé une convocation. Mais tout est fait pour que
on soit dans le compromis quand même. Et c'est un effort aussi de notre part, parce que des fois, ça peut aller au détriment de la performance sportive. Parce qu'on peut aussi se priver de joueurs parce que on sait qu'il y a un intérêt supérieur ailleurs. Donc, mais ça fait partie, encore une fois, de l'adaptation. Donc, du coup, c'est quand même cool parce que vous avez un peu cette priorité sur le club pro. Donc, s'il est en play-off, tu lui dis non, tu viens ici. Théoriquement, oui, sur une convocation en équipe nationale, oui. Après, on n'est pas là non plus pour mettre en difficulté les clubs. On est arrangeant. Moi, ça m'est arrivé avec des clubs de dire bon, ok, je le prends pas sur telle fenêtre. Il est un peu moins bien en ce moment. Je le prendrai à la fin de l'année ou des choses comme ça. Tu vois, ça, je peux l'entendre. Il faut être de bonne intelligence. Ouais. Après, les clubs qui jouent le jeu, généralement, ça se passe très très bien. Et puis, il y a toujours un retour généralement positif. Trop bien. Quels sont un peu les critères pour toi en tant qu'entraîneur pour je cherche pour sortir des joueurs du 5-5 vers le 3-3? Comment est-ce que tu vas identifier ce mec-là, il va être bon en 3-3 et on peut l'envoyer sur le collectif national ou pas? On voit sur le 5-5, moi je regarde énormément de matchs, je me déplace beaucoup, que ce soit 3-3, 5-5. Tu vois les attitudes d'un joueur quand tu l'observes. Après, c'est des formations professionnelles aussi. Oui, mais c'est normal. En l'observant, tu dis, ah tiens, lui, il a quelque chose pour le 3-3. Il a cette capacité, il a cette vision, il a cette anticipation, il a cette qualité de tir, il a cette dureté ou cette... moi, je parle toujours du langage corporel. C'est hyper important. Tu vois le joueur, comment il se comporte dans l'adversité. Une faute qui est sifflée alors qu'il y a peut-être pas faute, ou sa réaction. Comment est-ce qu'il est coachable? Tu vois, toutes ces choses-là, tu les observes et tu te dis ça, c'est parce que nous, être coachable, c'est hyper important. Parce que le coach, il est dans les tribunes et pendant le match, théoriquement, il n'y a pas d'interaction directe. On communique par signes, par choses comme ça, mais c'est un apprentissage qui prend du temps. Et si le joueur, il n'est pas coachable et qui en plus, et tu vois comment il se comporte dans un groupe, là, déjà, moi, j'en ai que 4. Si dans les 4, il y en a un qui est un peu hors groupe, tu le sens tout de suite. Parce que moi, les 4 vont jouer. Je ne peux pas en bencher un ou deux. Non, les 4 jouent. Donc, par contre, pour faire venir les mecs du 5-5, souvent, il y a pas mal de frustration dans le 5-5. Sur les temps de jeu, sur je ne suis pas utilisé à ma juste valeur. Quand tu viens au 3-3, tu vas jouer. Moi, je n'ai pas le problème de je vais pas faire jouer tel ou tel. Si vous êtes dans les 4, vous allez jouer. Derrière, par contre, tu ne pourras pas te cacher sur le terrain parce que tu es exposé. Tu ne peux pas rester dans un coin, attendre la balle. Non. Au 3-3, tu es impliqué dans toutes les actions. Et ça, je pense que certains joueurs, ça les motive. Ils se disent, ah ouais, non, c'est bien. Mais certains joueurs, je pense aussi qu'ils évitent de venir au 3-3 parce que ça les exposerait, je pense. Et après réflexion, après de nombreuses années maintenant dans ce milieu-là, je suis certain que certains joueurs n'ont pas essayé parce que c'était aussi une façon de se dire, oups, je ne vais pas me faire trop exposer. Défensivement, ou voir un peu, parce que là, en termes de fondamentaux, en termes de création de son tir, plein de choses comme ça, ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, donc en fait, c'est toi qui vraiment te déplaces, regarde, essaie de trouver. T'as pas de personne qui t'accompagne là-dessus? Non, j'ai mon assistant aussi, Anthony Christophe, qui fait beaucoup. Et puis on essaie de se déplacer. On regarde beaucoup, parce que nous, tout est sur YouTube, par exemple. Ouais. Donc on peut regarder tous les tournois au niveau mondial. Donc j'en regarde énormément. Et puis ça me permet de prendre des idées, de regarder les tendances actuelles, plein de choses. Et je vais me déplacer beaucoup aussi pour aller voir des masters, des challengers. Et ça me permet, moi, de vraiment observer. Et ça, j'aime bien. Et comment est-ce que tu organises ton temps? Parce que j'imagine que tu dois quand même beaucoup bosser. À quoi ça ressemble une semaine type hors sélection et en sélection, par exemple? En sélection, une semaine type, ça envoie. Tu commences le matin à aller 8h, 8h30 et tu finis le soir, il est presque minuit. Tu as 2 entraînements, tu en as un le matin, un l'après-midi. Faut caler les entretiens avec les joueurs, faut caler la vidéo, faut caler qu'est-ce qu'il y a encore, les soins, il y a les débriefs avec ton staff, préparer les séances du lendemain. C'est hyper intense en fait. Donc en stage, tu vois pas le jour. Après, pendant l'année, je suis plus, comme je te disais, dans l'observation, d'aller voir un peu ce qui se fait, d'échanger, d'aller voir les équipes pro s'entraîner, échanger avec leurs entraîneurs, aller voir un peu les problématiques qu'ils peuvent avoir. Et c'est toujours bien de se déplacer. Parce que c'est vrai qu'à distance,
t'as pas le même feeling. Tu regardes un entraînement, tu vois des Complètement. choses que tu dis, tiens, ça, tu vois, je l'aurais peut-être pas perçu sur une visio, par exemple. Donc, c'est un travail qui demande du temps et beaucoup, beaucoup d'investissement. Ok. Et hors saison, c'est plus du déplacement du coup. Hors saison, ouais, beaucoup plus de déplacements et puis de la préparation aussi des échéances, Ouais. sur tout ce qui est logistique, parce que nous, la logistique, c'est assez intense, parce que c'est aux quatre coins du monde, donc il faut bien s'organiser. C'est clair. Une question que je pose régulièrement à des entraîneurs qui étaient avant des athlètes de haut niveau. Comment est-ce que tu as fait cette passation, si on peut dire ça comme ça, cette reconversion Mhm. euh, Et est-ce que tu peux rentrer un peu dans les détails, comment tu l'as vécu, comment... La difficulté quand tu passes de joueur à entraîneur, c'est de tuer le joueur. Parce que souvent, ça te prend quelques années, et moi, ça n'a pas manqué aussi. Au tout début, après, ma transition s'est faite vraiment naturellement. Mais tu es toujours un peu joueur dans ta tête, à te dire, tu sais, les concours, toujours envie de challenger tel ou tel. Et ça moi, j'ai vraiment fait le deuil du joueur assez rapidement pour justement devenir entraîneur. Et ça se fait par... moi, ça s'est fait naturellement, en fait. Je pourrais pas te dire chez les autres comment ça se matérialise, comment ça se fait. Mais moi, ça s'est fait vraiment naturellement. Après aussi en mettant volontairement un peu de distance, tu vois, sur par exemple, après une compétition, aller boire un verre avec les joueurs ou des choses comme ça, je le faisais pas ou moins pour justement créer ce truc. Il y a le coach et il y a les joueurs. Ça m'empêche pas de temps en temps, s'il y a un truc, on fait une célébration, quelque chose, de faire socialement des choses avec eux. Mais il faut aussi, et ça c'est dur, hein, parce qu'il faut tuer le joueur qui était en toi, c'est dur. Et c'est vraiment, tu bascules dans ta deuxième partie de carrière quand tu fais ça. Mais une fois que tu l'as fait, c'est un kiff parce que tu vois tous les leviers que tu peux avoir aussi pour manager un groupe. Et c'est vraiment hyper intéressant. Mais, et puis, c'est pas évident parce que tu te retrouves aussi à coacher des joueurs avec qui tu as joué, par exemple, ou des joueurs que tu avais coachés en assistant, par exemple. Et quand tu deviens numéro 1, c'est pas rien que ça, assistant et numéro 1, pas pareil. C'est pas la même chose, donc c'est pas la même posture. Et justement, qu'est-ce qui va changer dans cette posture-là? Bah, le biais d'autorité ou c'est autre ouais, chose? puis c'est surtout sur l'assistant, t'es un peu le papa. confident des joueurs, un peu l'oreille des joueurs, t'es un peu le coach, t'es un peu le relais. Quand t'es numéro 1, non, tu tranches. Tu tranches quand il faut sélectionner 4 et que t'en as 16, tu tranches. C'est toi le mauvais dans l'histoire. Mais et ça s'apprend aussi. Parce que les premières listes que je donnais où il fallait couper des joueurs, c'est dur à vivre. Parce que c'est souvent un moment qu'on minimise et que le grand public minimise. Ah oui, mais il est sélectionneur, il fait ce qu'il veut. Oui, mais c'est pas évident parce que tu dois à la fois sélectionner des joueurs pour une compétition, en couper d'autres, tout en gardant ces autres que tu as coupés dans le groupe, parce que potentiellement ils peuvent être remplaçants, mais aussi potentiellement il y a d'autres compétitions derrière. Donc il faut avoir cette habilité à garder ton groupe connecté, à garder ton groupe prêt, et surtout un groupe qui te suit, quoi, qui serait prêt à te suivre, qui serait prêt à tout donner. Et ça, c'est un vrai challenge. Et ça, c'est super intéressant. Comment est-ce que tu arrives du coup à avoir ces conversations qui sont quand même pas évidentes? Est-ce que ça se fait en individuel, en collectif? En indiv. Souvent, c'est individuel. Après, il y a des temps aussi qui sont collectifs. Mais voilà. Et les joueurs, ils ont tendance à vouloir entendre la vérité, à vouloir entendre qu'on leur dise les choses. Même si, je te prends un exemple sur quand on était sur la préparation des Jeux Olympiques, moi j'avais 3 statuts. Il y avait le statut d'Olympien, il y avait le statut de remplaçant et il y avait le statut de sparring. Donc le sparring, il avait 0 chance d'aller au jeu. Par contre, j'ai besoin du sparring pour m'entraîner. Les remplaçants, ils pouvaient aller au jeu si les Olympiens se blessaient. Donc j'avais 3 statuts. Quand j'ai présenté ça aux joueurs, j'avais on avait fait un groupe de 10 joueurs. Il y avait 10 qu'on avait déjà réduit, mais 10 joueurs, mais pour 4 places. Quand tu le présentes individuellement et collectivement aux joueurs, ils te disent, moi, n'importe quel statut, c'est pour l'équipe de France, je respecte. Mais quand tu annonces vraiment, c'est pas la même. Parce que tu as des réactions diverses, tu en as qui sont hyper déçus, tu en as qui te parlent plus pendant X temps et qui après reviennent. Et donc, tu vois, c'est dur, mais tu apprends en tant que coach que tu es obligé de trancher. Tu es le chef de projet
es garant du projet et puis on attend de toi des résultats. Et apprendre à trancher, c'est le plus dur quand tu deviens coach. Mais après, quand tu le fais relativement souvent et que tu as appris aussi à le gérer, tu le vis mieux. Tu le vis mieux et t'es plus, t'es plus dans la compréhension peut-être des réactions de certains parce que tu sais ce que ça peut engendrer. Tu vois. Donc mais c'est intéressant comme posture. Ouais, parce que avec l'expérience, j'imagine que tu vas avoir de l'empathie et tu vas le prendre en compte dans ta façon Bien de sûr. discuter avec la personne. Et c'est pas je te balance un nom, t'es pas sélectionné, allez ciao, suivant. Ouais. Non, tu fais pas ça. Tu essaies Ah oui. un minimum. Même si sur certaines fois où tu dis, voilà, parce que des fois, tu n'as pas le temps. Et puis, tout est tellement rapproché. Mais tu es clair. Tu dis, voilà, là, je vais pas spécialement justifier pourquoi j'ai fait ça. J'annoncerai une liste. On fera cette liste-là. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler, il n'y a aucun souci. Là où des fois, on sera plus dans le... Alors voilà, je les réunis. Bon, alors les gars, on va faire ça parce que machin, parce que non. Mais ça dépend un peu de la situation, ça dépend des joueurs aussi que tu as. Et puis, tu apprends aussi à parler aux joueurs parce que tu leur parles pas tous de la même façon. Ils n'ont pas tous la même réceptivité. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et comment tu arrives à adapter justement ton discours par rapport aux joueurs? C'est quelque chose que tu as vraiment appris? C'est quelque chose par l'expérience? Ça s'apprend. Tu vois, quand je disais un coach de coach, par exemple, lui, il va t'apprendre aussi à communiquer, à comment mieux communiquer pour que ton message soit reçu. Tu vois, j'entendais tout à l'heure le fait, la force d'un coach, c'est avant tout de faire passer des messages, mais de façon très courte. Tu n'as pas besoin de 1000 explications. Il faut que ton explication elle soit précise, concise et que tout soit compris. Et quand tu fais ça, d'une, tu gagnes du temps. Ouais. Et de deux, je pense que tu gagnes aussi le respect de tes joueurs. Parce que ça, c'est important aussi qu'ils aient envie de jouer pour toi. Et je pense que ça fait partie de ces choses-là. Sur l'émission, on est beaucoup suivi par des entraîneurs qui ne sont pas forcément dans le haut niveau. Est-ce que c'est accessible pour eux et comment est-ce qu'ils pourraient faire pour avoir un coach de coach pour eux? Oui, c'est accessible. Je pense qu'il y en a de plus en plus qui accompagnent. Regarde, en entreprise, il y en a qui accompagnent les chefs d'entreprise. Donc, je pense que c'est une démarche personnelle aussi. Ça c'est une chose que l'entraîneur doit aller chercher. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit lui imposer. Et je pense que quand tu fais la démarche d'aller justement chercher ça, ça va te faire passer un cap. Et tu n'es pas obligé spécialement d'être dans le haut niveau pour ça. Je pense qu'à tout niveau, tu peux avoir des personnes qui t'accompagnent. Allez, je te dérange encore une petite seconde. N'oublie pas de commenter, de liker. Et si tu penses que ça peut intéresser des amis à toi ou des collègues, n'hésite pas à leur partager cet épisode, ça nous aide énormément. Salut. Parce qu'il y a un peu un tabou aussi de se livrer en tant que coach, parce que c'est accepter qu'on a des faiblesses. Et le coach a souvent cette posture de je veux dire dirigeant, figure d'autorité, on va dire ça comme ça. Et donc, accepter d'être coaché, c'est accepter aussi qu'on a potentiellement des choses à améliorer. Bien sûr. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu et... Je suis très ouvert par rapport à ça parce que je trouve qu'on apprend toujours. Ouais. Moi, je suis toujours en train de me former, essayer d'aller chercher d'autres choses. Là, ce qu'on fait actuellement, tu vois, c'est quand on s'est contacté, tu m'as dit, j'ai dit, ouais, génial. Et après, je suis allé voir par rapport à tout ce qui est motricité, des choses comme ça. Ça me parle. Ça me parle parce que c'est des choses qui peuvent faire avancer. C'est des choses qui vont te faire progresser en tant que coach. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder. Et pour moi, c'est essentiel. Parce que si tu arrêtes, tu es vite dépassé. Si tu arrêtes un peu de chercher ce qui se fait ailleurs, de regarder tu es vite dépassé encore plus dans ce milieu-là. Ouais. Et justement, est-ce que ces fragilités, on va dire, pas faiblesse, parce que c'est pas forcément le mot adapté, mais ces fragilités ou ces choses qu'on ne sait pas parfois, est-ce que tu as le droit de le dire aux joueurs? Mais tu sais que des fois, c'est intéressant aussi. Alors, pas de se livrer, mais que tu leur montres aussi que toi, des fois, tu as des moments où tu es peut-être un peu moins bien. C'est pas une faiblesse. C'est aussi montrer que toi aussi, tu as tes petits coups de moins bien, mais que comment tu vas rebondir derrière ça? Quelle va être ta démarche? Est-ce que tu vas être complètement abattu? Est-ce que tu vas être résigné? Ou est-ce que non? Ok, on a eu ça. Ou ok, j'ai eu ça, difficulté. Pas grave, on passe à autre chose. Moi, je suis très dans tout ce qui est positif. Parce que y a toujours du positif à tirer d'une situation. Et des fois, il y en a ça part pas bien. Mais c'est tu vois, mon discours pendant les Jeux, c'était on va le faire. Et même quand on était en train de perdre, je disais on va le faire. Et je leur disais depuis le mois de février, quand on n'était pas encore qualifiés, où ils me prenaient tous pour un fou. Et je leur disais, mais si on se qualifie au jeu,
vous verrez qu'on fera une médaille au jeu. Bam, on se qualifie au jeu. Déjà, truc improbable, on se qualifie au jeu. Ah bon, il est pas si fou que ça, mais bon, il faut encore. Ah ouais, waouh, on est en demi-finale des jeux. Attends, encore un match et on fait une médaille. Bam, on est en finale des jeux. Là, les mecs, ils disent, attends, mais effectivement, ça fait plus d'1 an qu'ils nous répètent qu'on pourra faire quelque chose. Faut croire, faut y croire, mais derrière, oui, alors, et des fois, des fois, tu peux aussi te tromper. Ça m'est arrivé, par exemple, de mettre en place des choses. Non, écoutez, c'est pas bon, là, ce que j'ai fait, c'est pas bon, on fait autre chose. Là, il t'écoute, tiens, il reconnaît que c'est pas bon, tu vois. Et je pense que c'est une force aussi. Parce que les joueurs, ils voient que t'es pas non plus au-dessus de tout. Tu peux te tromper. Ça, c'est génial. On néglige énormément l'optimisme, je pense, dans l'entraînement. Ouais. On a tendance, par le côté scientifique qui prédomine de nos jours, à être très cartésien, très fermé. Il y a tel protocole, là, on doit faire ci, on doit ça. Et moi, je crois beaucoup, quand j'encadre mes sportifs, au message qu'on va leur véhiculer, la façon dont leur véhicule. Si je te dis on va gagner une médaille et que je fais la gueule, c'est compliqué. Bien sûr. Par contre, quand tu vas être vraiment enthousiaste, optimiste, tu dis oh, regarde ton coup, parce que moi je suis dans les sports de combat beaucoup. Et tu vois, j'ai un cas où j'ai un combattant qui est top monde en kickboxing, là, que j'ai en prépa. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Et il s'était fait croiser sur un stage, sur un mauvais coup, opéré. Et là, il me dit financièrement, il va falloir que je combatte. Il y a le bookmaker qui m'appelle et j'ai un combat. Ouais, mais on a M+6 de ton opération. C'est un lourd. Il fait 112 ou 115 kilos. Je lui dis, tu vas te prendre un chassé dans le genou, ça ne tiendra pas. Je dis, moi, j'ai fait mon devoir de conseil, je te le dis. Je te dis pas, ne le fais pas. Je te dis, c'est toi qui es responsable. Et je dis, par contre, si on y va à fond. Moi, je suis chaud. Quand tu combat, je suis devant, je suis comme ça. Et du coup, je lui dis, on y va. Par contre, ce mec, en plus, il l'avait déjà battu, qui est un top monde aussi. Et je dis, il va falloir reproduire ce schéma et qu'on fasse ça. On discute avec son entraîneur, on en place, tu vois, des stratégies classiques. Et moi, jusqu'au dernier moment, je le sentais pas trop dedans. Et je dis, mais moi, je suis chaud, je sais que tu vas faire ci, et regarde ce que tu avais fait la dernière fois. Là. Et je mettais de l'entrain, tu vois. Bon, il a perdu sur décision, mais c'était pas ridicule pour quelqu'un qui avait pas de jambes et qui n'arrivait pas à frapper avec sa jambe, tu vois. Et on fait un débrief en poste, il me dit, franchement, merci, parce que effectivement, moi, j'y croyais pas trop, mais de te voir me booster, de voir que ça marchait, etc., ça m'a donné vraiment envie. Et c'est vrai que sur le combat, moi, il m'avait dit, je monte sur le ring, je prends un coup, je mets le genou par terre, je prends mon chèque et ciao. Je dis, non, si tu montes, tu fais pas ça. On a essayé de vraiment discuter, être très optimiste dans son approche, ce qu'il pouvait faire. Et parce qu'en plus, je le pense foncièrement, tu vois, c'est pas je joue un rôle, c'est je le pense. Et en fait, il me dit, ça m'a vraiment boosté, j'ai eu envie de. Mais si nous, on n'y croit pas, qui va y croire? Mais c'est ça. Si le coach ne croit pas en ses principes ou en ce pourquoi il se bat, tu ne vas pas y arriver. C'est pas possible. Tu vois, moi, je trouve que on a des fois une approche, souvent, de mettre en avant ce que le joueur ne sait pas faire. Mais moi, je dis, à un moment donné, il est à ce niveau-là parce qu'il a fait des choses de bien. Il fait des choses de bien. Alors, j'en ai plein des exemples. J'ai un joueur qui est moins shooter, par exemple, c'est pas sa force. Par contre, un défenseur extraordinaire. Je vais mettre en avant ce qu'il fait de très bien. Et ce qu'il fait de moins bien, c'est un bonus. C'est-à-dire, je vais pas lui dire, il faut pas le faire parce que tu le fais pas bien. Je vais lui dire, tu le fais. Si tu as la possibilité de le faire, tu le fais. Et par contre, si c'est marqué, c'est un bonus extraordinaire pour nous. Par contre, ce que tu fais de très bien, jamais ça peut devenir moyen. Jamais ça peut devenir médiocre. Ça doit toujours être quelque chose qui doit être top niveau. Et derrière, jamais tu rattraperas vraiment de ce côté-là. Mais par contre, tu pourras niveler quand même vers le haut en disant « Ah tiens », parce que c'est une question de confiance aussi. Et souvent, dans notre façon de parler, c'est beaucoup les anglophones qui sont dans le positif et dans la culture anglo-saxonne où on est plus à mettre en avant ce qu'on fait de bien. Et c'est vrai que chez nous, souvent, on met en avant ce qu'on fait de pas bien. Et je pense que ça, c'est un vrai frein au développement des joueurs. Et on aurait plus tendance à faire ça, ce serait beaucoup plus efficace. Je prends un exemple dans le 5-5, Nadir Ifi, qui est un joueur extraordinaire. Ah, mais il est trop petit. Ah, mais si. Ah, mais oui, mais regardez ce qu'il fait. C'est extraordinaire ce qu'il fait. En scoring, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Mettez ça en avant. Alors, est-ce que ça va l'handicaper d'aller sur certains niveaux? Peut-être. Mais en attendant,
Ce qu'il fait là, c'est extraordinaire, qu'on le mette en avant, plutôt que de tout de suite chercher ce qui va pas. Et ça, c'est un peu notre tendance française. Et je pense que les athlètes, à un moment donné, ça les perturbe. Et je pense que ça les empêche de se développer complètement, je pense. Ouais. Après, c'est là où les ricains, ils sont forts. Parce que pour eux, dans leur tête, c'est les meilleurs. C'est wonderful. Mais ils sont les meilleurs, pourquoi ? Parce que leur coach n'arrête pas de leur dire que c'est les meilleurs. Ils sont les meilleurs. T'es le meilleur. Quand on te dit ça pendant toute ta jeunesse, ou à un moment donné, dans ta tête, je suis le meilleur. Bah oui. Tu n'en doutes pas. Tu n'en doutes pas. Et c'est ce qui fait leur force. À nous, après, on va prendre ça pour de l'arrogance. C'est un autre débat. C'est le problème français. C'est le problème français. Mais des fois, c'est la confiance en soi, dans ses qualités intrinsèques d'athlète, c'est pas forcément de l'arrogance. Ça peut être vraiment un atout. Ouais. Donc on voit aussi beaucoup en France arrogance, ambition. Exactement. C'est un peu les deux termes qui sont souvent confondus et mis un peu. Et l'ambition, l'arrogance, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Ouais. Et justement, il y a un truc dont j'avais discuté moi avec Alain Perriot. Alain Perriot, c'est le premier entraîneur de club de judo de TJ Riner et de Luca Mackenzie qui fait, à l'heure où on tourne, hier champion d'Europe. Ah, très bien. à nouveau. Et Alain, on m'avait conseillé de l'avoir. Et il a une pédagogie qui est extraordinaire. Donc, il entraîne des enfants de 3 ans ou 4 ans jusqu'aux adultes. Et il me dit, mais moi, quand j'ai un gamin, je donne un exercice à faire et qu'il me fait quelque chose qui est à côté de la plaque. Je lui dis, fais telle technique, il en fait une autre. Je vais pas lui dire, t'es nul, c'est pas bien. Purée, ça, c'est extraordinaire. Mais par contre, aujourd'hui, on fait autre chose. Voilà. Mais ça, tu le gardes pour tout à l'heure. Et hop, il revient, toujours dans le positif. Et voilà, essayer de le faire monter en compétence. Ça, tu le fais bien, viens le montrer à tous les copains. Viens nous le montrer. Bam, vous avez vu comme il le fait bien, allez maintenant à vous. Et tout le monde a bien envie de faire. Et donc, tu progresses comme ça. Tu le valorises et c'est très bien. Et quand tu te dis, bon, tu as eu TJ Riner quand il était en club petit. Tu te dis, bon, il a eu de la chance, il a eu le bon tirage au loto, quoi. et quand tu commences à sortir 2-3 mecs en équipe de France, médaillés olympiques, qui viennent du même club gamin, je te dis non, viens, on discute parce que là, tu as compris quelque chose que nous, on n'a tous pas compris. Bien sûr. Je pense que son secret est là-dedans, dans sa pédagogie, son positivisme de manière générale, et dans son émerveillement avec les enfants, parce qu'il travaille beaucoup avec les enfants. Et tu t'es dit, OK, là, on a raté quelque chose en France parce que sur le haut niveau, effectivement, tu arrives dans un cursus. J'ai entraîné en Pôle France en judo. Et en fait, tu deviens très sélectif, très dur. Et il n'y a plus de notion de ludique, il n'y a plus de notion de plaisir. Tu perds ce plaisir, la notion de plaisir. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais on a vécu nos jeux, on ne les a pas subis. Bien sûr. Parce qu'on a pris du plaisir. On n'était pas en mode, ah non, on ne partait pas à l'abattoir, quoi. C'est quand tu prends du plaisir, de toute façon, tu as de grandes chances alors, de réussir, c'est un grand mot, mais tu as plus de chances de réussir quand tu prends du plaisir que quand tu es dans un état d'esprit un peu morose, quoi. Ouais, on verra bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça dépend d'eux, enfin, voilà. Et une question aussi par rapport à la presse. En 3-3, vous êtes peut-être un peu moins exposé. Un peu moins. Mais comment ça se gère, ça aussi, cette relation avec la presse ? Parce que la presse française aime bien les titres ravageurs. Oui. Après 3-3, ça va, on est quand même... c'est les réseaux, plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Moi, surtout quand j'ai fait mes choix, j'ai pris bien comme il faut. Même pendant les jeux, je me faisais insulter et tout par rapport aux joueurs que j'avais pas pris et tout ça. Mais ça fait partie du travail, ça fait partie des choses. Est-ce qu'on doit l'accepter ? Moi, je suis pas sûr qu'on doit l'accepter, mais avec le poste à responsabilité qu'on a, quand tu es sélectionneur, tu sais que tu en as 60 millions d'autres qui veulent te dire comment il faut faire ton truc, quoi. Donc, c'est pas... Et qui veulent ta place. Mais après, comment c'est géré ? On a aussi, nous, par exemple, un service communication qui gère justement la presse, sur tout ce qui est demande. Ça aide quand même, parce que c'est un premier filtre qui est quand même... Si on était comme ça, lâché dans la nature, tu sais que c'est un peu plus compliqué. Mais là, il y a quand même déjà un filtre qui fait que c'est intéressant. Ok. Et justement, la relation avec les joueurs par rapport à ces réseaux et à la presse, comment est-ce que tu arrives à gérer ? Parce que
je reprends l'exemple que tu disais pendant les jeux. Tu te fais insulter par tout le monde par rapport aux sélections. Compliqué le lendemain de dire bon, ben, maintenant tu vas servir de sparring. Ah oui. Oui, puis après, alors les joueurs, c'est compliqué parce que alors j'avais songé, est-ce qu'on doit interdire les réseaux? Mais on n'est pas dans une dictature. C'est des grands, c'est des adultes. Je pense que de toute façon, les réseaux aujourd'hui font partie de la vie courante et il faut accepter de vivre avec. Après, c'est les informations qu'il faut, je pense, filtrer. Mais quoi qu'il arrive, même moi, quand je voulais pas lire des choses en me disant ah regarde ce qu'il a dit, ah regarde ce qu'il a... Donc merci. Il faut apprendre à vivre avec. Ouais. Et après, je pense que c'est aussi un business maintenant parce que les joueurs ils s'en servent aussi pour des raisons commerciales, des réseaux et c'est vouloir lutter contre. Je pense que c'est contre-productif parce que de toute façon ils y auront accès et de toute façon on dit toujours Internet est undefeated là, je sais pas comment ils disent ça là, mais c'est vrai. Parce que tu peux pas battre Internet. Il y a tellement, c'est constant. Il y a toujours des stories, des machins, des trucs. Donc tu peux pas. C'est vouloir lutter contre. C'est une perte d'énergie parce que ça va te prendre du temps. Donc il faut essayer de dealer avec. Nous on essaie de les sensibiliser sur les messages qu'ils peuvent faire passer pendant qu'on nous on les a, parce qu'ils ont quand même quand ils sont en équipe de France par exemple, ils représentent la fédération, ils représentent la France, donc ils ont quand même des obligations. Donc ça, on les sensibilise avant les stages, pendant les stages, avec des sessions avec le service com ou des choses comme ça. Mais derrière, moi j'ai des anecdotes où tu te dis, bon, même si t'as prévenu, il y a encore des boulettes, quoi. Bien sûr, ça fait partie du jeu, sinon ça m'irait. Sinon, ce serait... puis après, sinon les joueurs, ce serait plus les joueurs. Bien sûr. Moi, ils m'ont tout fait, donc c'est... Et justement, c'est parfois aussi... Parce que tu as des joueurs qui sont un peu funky, je veux dire, que ça fonctionne sur le terrain aussi, non? Ouais, et puis tu as des personnalités aussi qui sont comme ça. Il faut apprendre à les gérer, il faut apprendre à faire avec. Parce qu'une forte personnalité dans un groupe, ça te demande beaucoup d'énergie. Mais c'est de l'énergie que tu ne vas pas passer avec le reste du groupe. Donc il faut aussi bien faire la part des choses. Et il y en a qui te demandent beaucoup d'énergie. Mais c'est intéressant, c'est bien. Et justement, comment tu arrives à doser? Est-ce que tu arrives à mettre la même attention sur tous les joueurs ou il y en a qui n'ont pas besoin ou après, tu apprends à les connaître. Certains qui ont peut-être un peu moins besoin d'attention. Il y en a qui ont plus besoin sur certaines périodes. En fait, plus tu connais ton groupe, plus tu sais comment tu vas les gérer. Il y en a même qui soient fatigués, pas fatigués, ils vont te demander une tonne d'énergie, tu le sais. Donc, tu fais en conséquence. Mais ça va tellement dépendre aussi du groupe que tu as qui peut évoluer en plus d'une compétition à l'autre. Donc, d'où l'intérêt de connaître tes joueurs sur le bout des doigts, quoi. Et je passe vraiment du coq à l'âne, mais c'est une question qui m'est venue là en discutant, je ne sais pas pourquoi. Donc toi, tu travailles sur les équipes de France senior. Est-ce que tu vas faire aussi des demandes aux autres sélectionneurs ou même à la Fédé ou aux ligues, etc. Maintenant, nous en équipe de France, on a envie que les joueurs maîtrisent ça. Et donc c'est un peu à vous de le bosser en amont pour que nous on gagne du temps. Alors ça, on le bosse, c'est ce qu'on appelle un peu nous les orientations techniques. Donc chaque année, on doit fournir un document à la DTN. Où on parle des tendances actuelles et chaque collectif va le faire. Donc les seniors, nous on a les U25, U23, U21. Alors avant il y avait les U18 mais plus maintenant. Et ce qu'on essaie de faire c'est d'avoir, alors côté masculin je parle parce que j'ai pas le côté féminin, mais d'avoir quand même une cohérence entre les disciplines. Ce qui fait que moi, quand je récupère des U23 ou des U25, ils sont déjà un peu dans la philosophie de ce qu'on fait. Ils ont le tronc commun, quoi. Voilà, c'est exactement le mot, c'est un tronc commun. Voilà. Donc, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Et c'est hyper intéressant parce que et ça, on en parle aussi où on fait des séminaires coach, où chacun vient avec ses problématiques et chacun vient avec son projet de jeu, ce qu'on fait, comment on défend, comment on attaque. Et moi, ce que j'essaie de faire vraiment, c'est d'avoir cette cohérence entre les seniors qui sont vraiment tout en haut et les plus jeunes. Parce que les plus jeunes, ils vont venir alimenter les seniors à un moment donné. Donc, c'est un vrai processus et c'est hyper intéressant, en fait. Ok. Et ça se fait sur l'aspect technico-tactique, mais aussi physique et mental. Physique, physique, mental. Alors, physique, c'est un peu plus compliqué parce que physiquement, il y a notamment chez les garçons, entre des seniors et des U21, par exemple, souvent, il y a un gros écart. Mais par contre, oui, mentalement, sur l'aspect, l'approche du jeu, ces choses-là, oui. Mais physiquement, c'est peut-être la chose où c'est le plus difficile parce que il y a vraiment 3 ou 4 ans pour les garçons, 3 à 4 ans, physiquement, ça peut faire vraiment une grosse différence. Ouais. Donc ça, c'est peut-être le point où c'est le plus compliqué. Ouais. Ok. Et après, surtout, ce qui va être quelque chose qui est très important en basket, c'est l'aspect de coordination.
J'imagine que quand tu récupères des joueurs, toi, en équipe de France, ils ont un très bon niveau là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais pareil, sur des équipes de France ou des clubs, est-ce que c'est des choses qui sont travaillées spécifiquement ou ça se fait vraiment au fil du jeu? Ça se fait au fil du jeu. Alors après, moi, quand j'avais l'équipe de fédérale, c'était facile parce qu'on pouvait vraiment travailler sur tout ce qui est motricité et tout ça. Et on l'a fait avec le prépa physique de l'époque, Laurent Hernu, qui nous a accompagnés jusqu'au jeu. Je sais qu'on avait mis plein de choses en place par rapport à ça, mais c'est plus facile quand tu les as tout le temps. Les joueurs de club, je les ai, 2 semaines et demie, 3 semaines dans l'année. Donc c'est mettre en place aussi, dans un laps de temps aussi court, c'est quasi impossible. Moi, quand je les récupère, je vais moins être sur les fondamentaux, je vais plus être tout de suite sur le jeu et ce qu'on veut proposer. Parce que ils sont censés, notamment les seniors, ils sont censés être prêts et bons par rapport à ça. Et par rapport à la charge d'entraînement, tu disais souvent tu récupères des joueurs quand même usés de leur saison. Saison de basket, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 2 à 3 matchs par semaine. Je me corrige si je dis des bêtises, mais entre les playoffs, les équipes tournois, qui font les Coupes d'Europe et tout ça, c'est clair. Et toi, comment est-ce que tu vas gérer cette charge-là? Parce que quand ils arrivent, ils sont usés. Si tu leur dis, bon, maintenant, on va s'entraîner 3 fois par jour parce qu'on a une stratégie à appliquer, comment tu fais? Là, je me tourne beaucoup vers le prépa physique, parce que c'est lui qui est en charge les charges d'entraînement, justement. Et lui, il m'alerte. Je sais qu'il y a souvent des points qui sont faits le matin, et il va me dire, attention, tel ou tel joueur aujourd'hui. On a un peu des repères, beaucoup sur du déclaratif aussi. On utilise des applications. Pour voir un peu justement l'état de forme de chacun, le sommeil, les choses comme ça. Et on l'adapte par rapport aux joueurs. Et je pense que c'est comme ça qu'on tire le meilleur aussi du groupe. Parce que ils sont pas tous au même niveau, ils sont pas tous les mêmes attentes, pas tous les mêmes réactions. Donc ça se gère. Mais le rôle du prépa physique sur cet aspect-là, il est essentiel. Okay. Vous avez des marqueurs que vous utilisez plus que d'autres? Tu me parlais des questionnaires subjectifs, qualité de sommeil, etc. Sommeil, après sur le déclaratif, sur un peu tout ce qui est blessure ou les zones un peu où c'est sensible, les choses comme ça. Et puis c'est aussi beaucoup d'entretiens, et ça peut être formel comme ça peut être informel. C'est pour ça qu'il y a le prépa physique, l'assistant qui sont un peu là pour aussi faire l'état des lieux. Et après, moi, ils me font le retour. Je sais que j'ai un retour médical chaque soir, par exemple, quand on est en stage, où ils vont me dire, voilà, on a fait ça, attention à lui, ça c'est réglé, ça c'est... Donc c'est hyper important, d'où le fait d'avoir un staff investi. Pareil, le staff, tu l'as que de temps en temps, donc j'imagine que ça doit être des relations aussi à distance. C'est pareil, c'est beaucoup à distance. Et au niveau de la charge d'entraînement, peut-être que le prépa physique répondrait mieux, mais je pense que tu maîtrises bien le sujet. Comment est-ce que vous gérez ça? C'est de l'individuel au sein du collectif ou c'est une charge globale sur le collectif? Alors là, on a eu plusieurs cas, c'est-à-dire que j'ai eu ce format-là. Là, on va mettre en place vraiment où, par exemple, il y aura une grosse partie de travail individuel qui sera vraisemblablement le matin. On est en train de mettre ça en place justement avec mon assistant. Et l'après-midi, sur les séances, on sera exclusivement sur du jeu. Ce qui fait qu'on sera sur un format un peu différent. Hybride, on va essayer ça parce que je pense que c'est aussi un peu l'évolution du sport actuel où il y a une très forte individualisation, où les joueurs sont de plus en plus forts en solo. Ils ont des prépas de jeu, comment on appelle ça, des entraîneurs, des skill trainers, comme ils disent. Ça, à mon époque, il n'y avait pas. Et là, aujourd'hui, les joueurs, ils ont tout ça. Donc, mais bon, ça remplace pas le vrai match, ça remplace pas la compétition. Donc, je pense qu'il faut lier les deux. C'est un peu 5-5-3-3. Les deux sont complémentaires. Pour moi, les deux sont très complémentaires. Et c'est intéressant, tu vois, ce changement de paradigme qu'il y a depuis, je vais dire, 15 à 20 ans, où avant, c'était l'entraîneur qui était au centre du projet. Et je vais caricaturer, je vais dire marche ou crève. Et aujourd'hui, on est beaucoup sur l'athlète au centre. C'est l'athlète qui est au centre. Quel est le positif et le négatif, toi, avec ton expérience de ce nouveau processus? Le positif de ce nouveau processus, c'est que l'athlète, aujourd'hui, il a quand même la chance de pouvoir s'entourer avec des personnes de qualité. Que ce soit pour un prépa physique, ça peut être un prépa mental, un nutritionniste, plein de choses. Je pense qu'aujourd'hui, ça te rajoute, si tu fais ça de façon intelligente, des années de carrière. Parce que nous, c'était brut. Mais je pense que si tu t'encadres bien, aujourd'hui, un joueur, c'est une entreprise. Il faut bien s'encadrer, il faut avoir les bons partenaires et puis tu dures. Et je pense que c'est une vraie force de faire ça.
Et c'est une des vraies évolutions. Avant, c'est vrai que le coach était au centre de tout, mais en étant au centre de tout et en décidant de tout sans trop consulter ou trop voir ce qui se passe, bah, tu vois pas tout en fait. Et tu es très centré sur toi-même, tu es très sur 1 ou 2 points, mais il y a des points peut-être essentiels que tu laisses un peu passer. C'est dur de tout gérer tout seul. On peut pas tout savoir. Non. Ok. Et quand tu récupères donc ces athlètes-là, tu récupères aussi leur staff perso ou vraiment tu les exclus? Non, Comment tu gères? sur l'équipe de France, on récupère pas les staffs perso. Ouais. Alors, en tout cas, sur le 3-3. Je sais que sur le 5-5, ça peut se faire avec les prépas physiques ou les skill trainers qui viennent. Nous, au 3-3, non. C'est aussi une volonté de ma part de dire on est en équipe de France, on a un préparateur physique, on a l'assistant qui fait le travail. Par contre, l'assistant, il s'est mis en relation avec les coachs et les assistants des joueurs, en 5-5 notamment, pour dire voilà, est-ce qu'il y a un truc en particulier que vous voulez qu'on travaille ou un truc à éviter, machin, pour pas lui faire des trucs qu'il fait jamais. Bien sûr. Donc c'est aussi, je pense, la communication, elle est hyper importante, les échanges. Ouais, mais c'est très très intéressant. Je sais qu'en foot, il y a eu beaucoup de problématiques par rapport à ça. Je ne citerai pas d'exemple, mais j'ai discuté beaucoup avec des entraîneurs de clubs en Ligue 1 ou des prépas physiques en Ligue 1 qui avaient des grosses problématiques de qu'est-ce que tu fais en dehors du club avec certains joueurs. Et nous, en judo, c'est une des problématiques qui tend à aller mieux, où il y avait une vraie guerre, entre les clubs et les athlètes. Pourquoi ? Parce que en judo, on a une spécialité, une particularité, c'est que les athlètes dépendent du club 90% du temps. Pourtant, ils s'entraînent sur l'INSEP. Et les entraîneurs nationaux sont là, mais souvent sont presque foutus dehors par les entraîneurs de club, sauf que ça crée forcément des guerres d'ego, etc. Oui. Où l'athlète est au centre et qui a même joué des sélections dans le passé sur certains sportifs. Donc ça commence à être réglé depuis une dizaine d'années. C'est de mieux en mieux. Il y aura toujours des problématiques, mais c'est de mieux en mieux. C'est un peu comme c'était pour voir avec toi comment ça se passait, quoi. C'est un peu comme l'athlétisme avec les exactement pareil. Qui ont leur coach perso, qui viennent et qui... c'est exactement la même problématique. Ouais. Et donc, comment est-ce que tu gères finalement pour avoir une bonne communication ? Est-ce que c'est définir le rôle clairement de chacun ou est-ce que c'est de l'humain à humain et on fait au cas par cas ? Moi, je pense que c'est un peu des deux, même si chacun doit vraiment avoir son rôle. Pas sortir de... Tu vois, je vais pas demander à mon kiné d'aller me faire des systèmes de jeu. Je vais pas demander à... Tu vois, donc c'est un peu la même chose. Je pense que chacun doit connaître son rôle, chacun doit connaître les attentes. Et derrière, il y a toujours cette possibilité de s'adapter, comme je te disais tout à l'heure, parce que il y a des imprévus. Il y a des imprévus, il faut savoir les gérer. Donc, à un moment donné, on peut pas dire ça va être comme ça, c'est pas autrement. Toi, tu vas faire que ça. À un moment donné, ça va être amené à évoluer. Et donc ça, il faut leur faire prendre conscience aussi. Et les athlètes, tu les impliques comment au quotidien dans ces relations-là aussi ? Je parlais tout à l'heure de co-construction de projet, par exemple. Moi, je les interroge sur ce qu'on peut faire, sur les choses avec lesquelles ils sont à l'aise, moins à l'aise. Et puis, ça fait partie intégrante. On crée quelque chose de commun. Tu vois, parce que moi, je les écoute. Moi, j'ai aussi mes attentes. Je leur en fais part. Et souvent, on fait un mix pour essayer de voir ce qui va, si ça match. Et puis, je pense que c'est une bonne façon de voir les choses. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a une thématique que tu avais envie d'aborder ou de discuter ? Mis à part, on m'a dit qu'il fallait pas toucher la manche des judokas. C'est un truc qu'il faut pas faire. Quand on tire la manche des judokas, ça les énerve. Quand on n'est pas en kim ? Quand ils sont pas en kim. on a des réflexes. C'est grave. C'est une vraie anecdote. J'ai mon DG adjoint, qui est ancien judoka. Et une fois, je l'attrape. Ah non, faut jamais attraper la manche comme ça. Il y a deux trucs, c'est... Tu le prends pas, tu sais, par derrière, parce que c'est un mauvais réflexe, et attraper la manche Non, mais sinon, non, en termes sur des thèmes à aborder, je pense qu'on a fait le tour. Tu sais, le coaching, c'est tellement vague. On peut partir dans tellement de choses. Je pense qu'aujourd'hui, un thème qui serait intéressant, mais alors là, on en a pour très longtemps, c'est comment on va intégrer l'intelligence artificielle dans nos entraînements. Parce que ça va en faire intégralement partie. Aujourd'hui, tu peux faire une planification avec l'IA, tu peux faire... Mais ce qui est intéressant de voir, c'est où et comment on va encore... l'être humain va encore avoir sa place et ce côté... tu sens les choses, quoi, tu vois. Moi, mon prépa pour les jeux, il n'était pas du tout sur tout ce qui est data. Il était, non, je le sens. À l'ancienne, quoi. Et ça peut surprendre, mais
ça reste quand même, on a cette sensibilité que l'IA n'a pas. Et je pense qu'à un moment donné, ça va être intéressant de voir quelle place on laisse, parce que est-ce qu'on va passer de staff à rallonge avec un coach et puis ton assistant, ce sera l'IA, ou est-ce qu'on va rester sur des principes comme on était depuis très longtemps et l'IA va venir enrichir ça, mais à force de la nourrir, elle va aussi devenir très très performante. Donc c'est un vrai sujet, ça, je pense. Justement, on a le temps. Mais c'est un sujet, ouais. L'IA est déjà beaucoup utilisée dans l'analyse vidéo ou dans les data de jeu, etc. On le voit dans le basket. Je pense que c'est clairement l'IA qui compte le nombre de rebonds, de tirs ratés, réussis, etc. Moi, personnellement, je reste persuadé que on est dans un métier qui est tellement lié à l'humain que l'IA pourra te dire, en prépa physique par exemple, il faut faire des séries de 10 squats pour faire de l'hypertrophie. Ouais, mais pour le cas moyen, oui. Ouais. Mais toi, t'es pas le cas moyen, je suis pas le cas moyen. Voilà, c'est ça. Donc, il y a toujours ce côté adaptation aussi. On en revient toujours à l'adaptation, mais c'est le cas parce que c'est le côté humain, il est hyper important et on est dans un métier où le relationnel, c'est 100% quasiment de ton truc, quoi. Allez, peut-être pas 100, mais allez, 99,9%, c'est le relationnel qui fait que ça se passe bien ou pas, quoi. Derrière, faut aller chercher parce que tout le monde fait la même chose. Il y a personne qui va inventer des systèmes de jeu qu'on n'a jamais vus. Non, c'est ton management et comment tu vas être amené à pousser tes joueurs et à vraiment tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est très, très humain. C'est pas une machine. Donc, c'est clair. Et justement, c'est intéressant. Comment est-ce que tu fais aussi adhérer tes joueurs au système de jeu que tu leur proposes? Parce que tu dois toujours avoir des réfractaires en te disant non, mais c'est mieux ça. En fait, je le fais dans l'autre sens. C'est que je propose à la base quelque chose, mais derrière, je vais l'adapter aux joueurs que j'ai. Parce que j'ai vu une chose, tiens, ça c'est pas mal, il faudrait qu'on essaye. Mais par contre, et souvent en faisant ça, donc moi j'aime bien travailler, j'ai une carte mentale par exemple, où je leur propose, chaque joueur, tu as 3 trucs à savoir, ça c'est ça, 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 ça. Et en fait, mais ça je le fais aussi en co-construction avec eux. Et c'est hyper formateur. Et par contre, ce qui est bien, c'est que ça te permet d'être tout le monde sur la même longueur d'onde. Et tu dois t'adapter, encore une fois, aux joueurs. Et c'est pas aux joueurs à s'adapter à ton style de jeu. C'est plus, tu dis, j'ai un style de jeu, mais je vais les amener à jouer ce style de jeu en m'adaptant à eux. Et je pense que quand tu fais ça, t'as déjà fait une bonne partie du chemin. Comment je compose avec les individualités que j'ai? J'ai un fil bleu, un fil rouge, un fil vert, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Et surtout pas vouloir copier. Ah ouais, mais telle équipe a fait ça, il faut qu'on fasse ça. Pendant des années, on a eu tendance à dire, les Serbes, c'est vraiment la référence du 3-3. Il faut qu'on fasse comme les Serbes, il faut qu'on joue comme les Serbes. Donc on faisait tout comme les Serbes. Ouais, mais on n'avait pas les mêmes joueurs que les Serbes. On n'avait pas la même intensité que les Serbes. Donc en fait, c'était pas la même culture. Culturellement, c'est des mecs qui ont vécu des choses et ça se ressent dans le sport que nous, on n'a peut-être pas vécu. Et c'était une erreur, je pense. Et on a corrigé le tir. Et maintenant, on a vraiment un style de jeu, je pense, à la française, qu'on a mis un peu en place. Moi, je sais que mon style, on peut le reconnaître, on peut voir. Mais c'est chacun a son identité. Essayer de prendre l'identité d'une autre nation ou d'un autre coach, c'est de la copie. Je pense qu'il faut aussi avoir cette capacité à faire son truc. Cette individualité. Ouais, exactement. En 2018, j'avais été invité avant les JO de Tokyo par la Fédé japonaise de judo. Et il y a une phrase qu'un entraîneur de là-bas, qui a entraîné plusieurs champions olympiques et tout, donc monsieur, quoi, dans le judo, il me dit, mais en fait, on t'invite aussi pour essayer de comprendre pourquoi les Français, parce que quand on vient en France, on vous voit jouer, on voit vos gamins qui jouent. Nous, les gamins, ils s'entraînent dur. C'est vrai que t'avais des gamins de 6 ans qui te montraient des trucs. Toi, t'es là, putain, t'es entraîneur et tout. Tu dis, wow, qu'est-ce qu'il fait, lui? tu hallucines. Oui. Et tu dis, mais vous faites les idiots, quoi. Et pourtant, vous arrivez à nous battre au JO. Et on veut comprendre pourquoi. Et donc, moi, je me marre et je dis, parce qu'en fait, en faisant les idiots, on arrive à avoir un style à la française, on revient à ça. Sûr. Et on développe aussi des choses que vous occultez. Et cette phrase qui m'avait dit, vraiment, ça m'avait marqué, c'est vous jouez et on comprend pas, alors que nous, on joue pas, on fait la guerre, quoi. On comprend pas, quoi. Et donc, cette individualité, cette culture, finalement, fait qu'on peut se démarquer. Et c'est fait de façon ludique. Oui. Et tu te dis, sans t'en rendre compte,
Ouais. T'apprends des choses. Tu vois, et tu te dis, ah ouais. Et après, c'est souvent les gens ils disent, ah mais attends, c'est vrai qu'on l'a déjà fait ça. Ah ouais, ok, je comprends Ouais. pourquoi on faisait ça à l'époque. Tu vois. Et est-ce que tu intègres aussi le ludique chez les adultes? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire tout le temps la même chose. Et le ludique, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi dans l'entraînement. Tu as des bases. Tu vois, je parlais d'un projet de jeu, mais tu as aussi cet aspect ludique qui fait que ah bah ouais, tu viens pas à l'entraînement en reculant. Tu viens pas en disant ah non, pas aujourd'hui, j'ai pas. Non, tu dis tiens, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est quoi la nouveauté? Essaie toujours d'avoir ce petit truc un peu nouveau, un peu, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant dans le coaching, c'est de savoir se réinventer. On en parlait tout à l'heure. Plus tu stagnes, moins tu vas progresser. Et les joueurs, ils vont le sentir. Et ils t'attendent, hein. Ils sont pas bêtes. Hein. Ils le voient direct. Ah, encore. Ouais, mais c'est tout le temps pareil. Donc, il faut savoir avoir cette capacité à toujours se réinventer. Et comment tu fais? Est-ce que tu vas t'inspirer de ce que font d'autres sports? Tu t'inspires, ouais. Moi, je regarde beaucoup ce que font d'autres d'autres sports. Ouais. Je vais voir les autres coachs. Je suis en immersion avec eux. Je regarde. Ça me permet de voir un peu Et puis, tu prends des idées que tu adaptes aussi à ta philosophie, à ton sport. Tu vois, parce que quand tu vas avoir d'autres sports, c'est pas pareil. Mais par contre, il y a des choses que tu prends. Et c'est hyper intéressant. C'est super. C'est quelque chose qui me plaît bien. Moi, j'essaye modestement à chaque fois de me réinventer en prépa physique ou en judo. C'est de me dire qu'est-ce que je peux trouver. Et souvent, en fait, je suis allé voir en hockey sur glace, j'ai vu des exercices où les mecs, à l'échauffement, dansaient quasiment entre eux. Et j'ai eu ah ouais, vas-y, on va faire ça en judo. Je suis arrivé, j'ai fait danser mes judokas. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu nous fais là? J'ai dit, ça va, on rigole et tout. Et en fait, ils se prêtent au jeu. Ils se disent, bon, il est complètement taré, mais on va voir jusqu'où il nous mène. Ouais. Ils ressortent de la séance, ils disent, oh, on s'est régalé. Et en fait, ils ont travaillé la coordination. Bien sûr. Plein d'autres choses. Moi, sur des échauffements, regarde, tu fais du tennis avec un ballon, tu fais des trucs un peu différents. Ça a été démocratisé. De plus en plus, on voit ça. Alors après, il y a des extrêmes aussi où maintenant, il y a des échauffements où tu dis, ça sert à quoi? Il faut quand même qu'il y ait quand même un rapport avec ce que tu vas faire. Mais c'est très, très intéressant de faire ça parce que les joueurs, sans s'en rendre compte, par exemple, sur un échauffement, ils vont s'échauffer, ils vont travailler les appuis, ils vont travailler la motricité, ils vont travailler la proprioception, les choses comme ça. Et ça fait partie de ton boulot de coach, quoi, essayer de constamment innover. Et je vais te poser une question. Quelle est une des dernières formations qui t'a le plus marqué et influencé dans ton entraînement? C'est une bonne question, ça. Qui m'a le plus influencé sur l'entraînement. Il faut que je me rappelle ce que j'ai fait comme formation parce que j'en ai fait beaucoup. Surprise. Qu'est-ce qui était bien? De tête comme ça, je peux pas te dire. Parce que j'en ai fait des trucs. Ouais, j'imagine. Si, sur la gestion de crise. On était parti au GIGN à Reims. L'antenne du GIGN. Il ne faut pas dire GIGN, il faut dire l'antenne du GIGN à Reims. Et la gestion de crise où on était avec mon collègue, là, on était parti là-bas et c'était intéressant parce que ça te montrait un peu les différents leviers que tu peux avoir, notamment face à un individu qui est un peu belliqueux ou qui est dans la détresse. Ou tu peux le transférer au sport sur un gars qui est en survie, comme on dit, et qui, c'est jamais de sa faute, c'est jamais tu vois, et donc ça te donne des éléments de langage, ça te permet de comprendre aussi la réaction de certains individus. Et j'avais trouvé que c'était vraiment intéressant parce que ça reste des négociateurs, notamment au niveau du GIGN, et tu vois que c'est pas évident, mais par contre, le rapport avec le sport, il est facilement transposable. Par le questionnement? Ouais. Ouais. Et ça, j'avais trouvé bien. Ouais. J'avais eu la chance de discuter aussi avec 2 formateurs. Ouais. Et eux, c'était le RAID. Équivalent. Là, et le mec me disait 2 choses. C'est je dis jamais, je te comprends. Ouais. Et parce qu'il m'a raconté l'anecdote où un mec, en fait, en prison, refuse de rentrer, il est sur un toit. Ouais. Et il lui dit non, mais je comprends. Il dit pourquoi t'es en tôle, toi? Fin de la discussion. Il me dit ça a été fini. Et il me dit j'ai plus jamais redit ça. Et toujours poser des questions ouvertes. Ouais. Pas des oui-non, c'est des questions ouvertes. Et ça fonctionne effectivement très très bien avec les sportifs quand ça va et quand ça va pas d'ailleurs. Je te propose qu'on passe aux questions de la fin. Allez. Il y en a 2 et demi. La première, c'est pour toi, qu'est-ce qu'un bon entraîneur? Un bon entraîneur, c'est un bon manager.
C'est-à-dire que tu n'es pas que dans l'aspect technique et tactique, tu es aussi dans tout ce qu'il y a autour. Il faut être un bon communicant. Il faut être, comme je disais, un bon manager. Et un bon manager, c'est quelqu'un qui sait tirer le maximum de ses équipes. Et quand je dis ses équipes, c'est ses joueurs et c'est aussi son staff. Et je pense il y a la chose la plus importante pour un entraîneur, à mes yeux, c'est de savoir déléguer. Parce que quand tu délègues, tu formes. Et quand tu formes, tu fais gagner en compétences tes collaborateurs. Et ça, c'est bien. Parce que c'est tout l'inverse de vouloir tout contrôler. Et je pense que le fait de déléguer, c'est la force numéro 1 d'un bon entraîneur. Je vais en rajouter une. C'est une question, parce qu'on a eu une discussion avec d'autres entraîneurs ce matin et on m'a demandé en fait comment on appelle ça? Une chose que j'avais remarqué chez tous les entraîneurs de haut niveau, ou en tout cas qui avaient eu des bonnes performances. Et il y a une chose, donc je vais te poser la question. Est-ce que toi, tu as un côté artistique? Ah oui, complet. Ah, je suis artiste dans ma tête. Des fois, ça, c'est aussi un peu, je pense, le lot des entraîneurs. C'est que toi, dans ta tête, tu sais où tu vas, tu vois les trucs et les autres se demandent où tu vas. Et toi, là où tu dois être bon, c'est de leur faire comprendre pourquoi on va à cet endroit-là. Mais si t'es pas artiste dans ta tête ou si t'es pas artiste, t'es pas entraîneur. Parce que des fois, tu visualises des trucs, personne n'y croit. On va pas se mentir. Quand moi, je disais, on va être champion olympique ou machin, ouais, il y en avait peut-être 3-4 qui suivaient le truc. Mais si t'en as 30 qui disent on le savait, non. Et là, t'es artiste, parce que là, tu dis, et tout le monde te regarde, t'es perché quand même. Mais ça fait partie du truc, c'est bien. Et puis ouais, t'es un personnage un peu à part, quoi. T'as tes idées, tes trucs, puis voilà. Donc oui, ouais, artiste, ouais. Génial. Parce que beaucoup d'entraîneurs que j'ai croisés étaient vraiment artistes. Certains faisaient de la poésie, d'autres de l'écriture, d'autres de la peinture, plein de choses comme ça. Moi, tu vois, je fais plein de choses. J'adore écrire. Je suis en train d'écrire un bouquin sur le 3-3 d'ailleurs. Je fais de la moto, j'aime bien la pêche, j'aime bien tu vois, j'ai des trucs qui te font un peu qui t'évadent. Ça te permet de te changer la tête, mais c'est très, tu sais, il y en a qui comprennent pas. La moto, pourquoi tu vas faire de la moto? Parce que moi, essayez, vous verrez. Essayez, vous verrez. Ouais. Et je regrette même de ne pas l'avoir fait avant, tu vois. Ouais. Ça fait ça fait quasi 1 an que j'ai le permis, là. Et pourquoi je ne l'ai pas fait avant, quoi? Parce que c'est génial, en fait. Surtout à Paris. Ah ouais. Ouais, puis après, quand tu vas te balader, tu vois, tu te fais le dimanche, tu prends ta moto, clair. Tu te fais 2-3 heures de balade. Ouais, c'est génial. Tu reviens, t'es requinqué, quoi. C'est bien. Je te comprends totalement. Est-ce que tu as des livres à conseiller, que ce soit sur l'entraînement ou complètement en dehors? Oh, ça c'est une bonne question, ça. Des livres. Qu'est-ce que je pourrais conseiller comme livre? Mais c'est toujours quand on demande quand forcément, ça serait trop simple. De tête comme ça, qu'est-ce que j'ai pu lire qui m'avait... de tête, non, là tu me prends de court. Sur les bouquins, en plus celui que je lis le dernier, c'est... Ou un film, ça changera, tiens. Ah, un film. Un film à conseiller. Sportif ou pas? Ce que tu veux. N'importe. Alors moi, je vais te parler le film qui m'a le plus fait relativiser, c'est Interstellar. Ouais. Ce film, il est perturbant. Parce que ça te mélange un peu tout. Sur la notion de présent. Sur la notion de présent et la notion de vraiment kiffer l'instant présent parce que tu sais pas de quoi demain sera fait. Et la scène de la fin où il revient et sa fille a peut-être 90 ans et elle revoit son père et il lui dit « Je t'avais promis que je reviendrai », mais elle est... au bout de sa vie. C'est la fin de sa vie avec toute sa famille et tu te dis mais il faut profiter des choses, quoi. Et ce film m'a perturbé. C'était un film waouh. Ouais. J'ai trouvé et ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais j'ai trouvé très bon. Ouais. La musique est excellente. Ouais, la musique est bien. Ouais. La musique est bien. Hans Zimmer. Ouais. Je te laisse le mot de la fin. Et en tant qu'entraîneur, je sais pas, nous souhaiter de la réussite pour 2028. On est déjà, nous, dans le processus des Jeux de Los Angeles. Donc, on espère pouvoir se qualifier.
Et j'espère qu'on pourra refaire un podcast après ces jeux-là. Vas-y. Et puis voilà. Puis surtout, les jeunes entraîneurs, n'hésitez pas à demander des conseils, à vous rapprocher des entraîneurs peut-être un peu plus expérimentés. Moi, je sais que j'ouvre mes entraînements relativement facilement. Je pense qu'on doit être dans l'échange. Et dans la culture française, souvent, on a tendance à cacher. Et moi, je me suis rendu compte que plus tu vas voir à l'étranger, plus on t'ouvre les portes. Et c'est la vraie clé de la réussite. Je pense qu'on est dans une profession où on doit être dans l'échange, je le disais tout à l'heure. Et si on fait ça, je pense que ça peut encore nous faire passer des paliers. Et je pense que c'est ce qui fait la force des coachs étrangers actuellement. Et que aujourd'hui, cacher les choses, ça sert à rien. Ouais. Voilà. Karim, merci beaucoup. Merci. Ça y est, l'épisode est terminé. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Ça nous aide énormément sur le référencement. Et si tu penses que ça peut intéresser des amis à toi, partage-leur. On se retrouve dans 15 jours avec Pierre-Yves Marchand pour parler de myofascia. Salut.